voulez qu'on parle de Maastricht? On peut parler de Maastricht C'était- parce qu'effectivement ça fait partie des grands sujets qui jalonnent votre ouvrage. Oui, alors si on parle de Maastricht, on ne peut pas parler de Maastricht si on ne parle pas de l'acte unique européen en 86. L'acte unique européen, ça a été un coup d'État. Ça a été un coup d'État. Hein. Personne n'a vu, mais c'était un coup d'État qui a été fait par la Commission européenne. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à cette époque-là, c'était le Conseil européen qui dirigeait les affaires. Le Conseil européen, c'était les présidents et les premiers ministres des pays d'Europe. C'était eux qui prenaient les décisions. On avait une Europe des nations jusqu'en 86. Et on avait le droit de veto, c'est-à-dire que dès qu'un pays comme la France voulait refuser quelque chose, il opposait son veto et on ne le faisait pas. Donc on était souverain. Une Europe des nations qui était chère au général de Gaulle. Et ce qui s'est passé en 86, c'est qu'il y a un groupe d'influence qui s'appelle le Kissinger Associates, que personne ne connaît. C'est un groupe qui a été financé par la banque Goldman Sachs. Et deux de ses adhérents, dont je ne citerai pas le nom, dont les noms sont dans mon livre, ces gens-là sont allés faire du chantage, ils ont créé un lobby qui s'appelait l'ERT, Round Table. C'est un lobby industriel européen, d'industriels européens qui sont allés faire du chantage auprès des dirigeants européens, en exigeant justement qu'ils cèdent leur pouvoir à la Commission européenne. En cas de refus, ils étaient menacés l'ERT menaçait de délocaliser. Il y avait une menace de délocalisation. Il y avait une menace de délocalisation et les dirigeants européens ont cédé. Ils ont cédé, ils ont donné tous les pouvoirs à la Commission européenne. Ça, c'était en 86. Et la Commission européenne, bon, mais ce sont des non-élus. Ça, c'est pas du tout pareil, c'est pas le Conseil européen, ce sont des non-élus. Et là, en 86, moi j'appelle ça un putsch. On fait un chantage. Si vous ne donnez pas les pouvoirs à la Commission européenne, on délocalise. Et c'était un marché de dupes, parce qu'ils ont délocalisé quand même. Toutes les sociétés qui faisaient partie, la plupart des sociétés de l'ERT, du lobby, ont délocalisé quand même. Bien sûr. Les dirigeants ont eu tort de céder. Ils ont cédé, la Commission européenne a pris tous les pouvoirs. La Commission européenne, ce sont des non-élus. Ils ont pris tous les pouvoirs, mais ils n'ont pas su quoi en faire de ces pouvoirs. Ils n'ont pas su quoi en faire, parce que comment mettre d'accord 28 pays, 27 pays? Comment? C'est impossible. Tout à fait. Comment faire du protectionnisme avec 28 pays ou 27 pays? C'est impossible. Vous ne pouvez pas le faire. Donc ces gens-là n'ont rien pu faire, ils n'ont pas pu diriger l'Europe, et ils ont été obligés de s'adresser à des experts, des comités d'experts, qui étaient infiltrés par les lobbies, par les industriels, par les banquiers, et ainsi que les lobbies américains, bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Donc on a perdu tous les pouvoirs à ce moment-là. Et alors là, vous parlez de Maastricht. Maastricht, c'est un peu plus tard, c'est quelques années plus tard. C'est toujours avec Mitterrand. Et c'est toujours le même lobby qui est intervenu. C'est toujours le Kissinger Associates, financé par la banque Goldman Sachs. Les deux cadres du Kissinger Associates qui ont financé, qui ont organisé ce fameux lobby, le Round Table, RT. Et l'autre qui s'appelait, alors j'ai le nom sur ma fiche. Effectivement, vous citez les deux noms dans votre ouvrage. Voilà, il y a l'autre lobby, c'est je sais plus. Bon, c'est pas grave. Ces deux lobbies, c'était des lobbies qui militaient pour la monnaie unique. Tout à fait. Ils ont été, la Round Table existe encore, le RT, mais l'autre a disparu. C'est un lobby qui a été créé uniquement pour faire accepter Maastricht. Et Maastricht a été accepté. Alors Maastricht, c'est la monnaie unique. Maastricht, c'est l'euro, la monnaie unique. C'est-à-dire que les États perdent leur souveraineté monétaire. Ils perdent leur souveraineté monétaire. C'est au moins aussi grave que l'acte unique européen, peut-être même plus. Enfin, moi, je dirais que c'est moins grave parce que l'acte unique européen, on a perdu les pouvoirs, on a perdu la souveraineté. À Maastricht, on a perdu la souveraineté monétaire. C'est très grave aussi.
Oui, tout à fait. Et puis la souveraineté monétaire, donc perdre la maîtrise de sa monnaie, c'est effectivement perdre la possibilité d'ajuster les taux de change entre les différents pays. Et puis il ne faut pas oublier aussi qu'une monnaie doit refléter la santé économique d'un pays. Et quand on perd la possibilité de faire des ajustements, effectivement, ça pose voilà, le nom du lobby que j'ai oublié tout à l'heure, c'est l'AUME. Voilà, c'est ça. Vous citez AUME, je ne vous dirai pas ce que ça veut dire, mais M c'est monétaire, et puis après Union monétaire européenne. Ouais, ça veut dire. Voilà. Oui, tout à fait. Donc il est clair que le libéralisme tire vers le bas. Alors, si on remonte un petit peu à l'historique de l'histoire de l'Europe, vous évoquez aussi dans votre ouvrage Jean Monnet et Robert Schuman. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le rôle joué par ces deux personnages, Jean Monnet et Robert Schuman? Voilà, alors Jean Monnet et Robert Schuman, ce sont eux qui ont signé le traité de Rome. Le traité de Rome, c'était le premier traité de libre-échange en Europe. C'est un des premiers traités européens importants, où on a instauré le premier traité de libre-échange en Europe. C'est un traité donc qui a été signé par Jean Monnet et Robert Schuman, mais il se trouve qu'en septembre 2000, dans le Daily Telegraph, c'est un journal anglais, alors le Daily Telegraph c'est un très grand journal anglais, c'est l'équivalent du Monde en France, donc c'est vraiment, c'est du sérieux. Et bien le Daily Telegraph du 19 septembre 2000, vous trouvez un article d'Ambrose Pritchard, qui dit que Jean Monnet et Robert Schuman, ainsi que tous les autres cadres de l'Europe, étaient des agents financés par la Fondation Ford, par la Fondation Rockefeller, et qu'ils étaient au service de la CIA. Ils faisaient partie d'un think tank et qui était dirigé par un agent de la CIA. Donc c'était, on ne va pas dire que c'était des agents de la CIA, mais ils étaient rémunérés par les institutions américaines. Tout à fait. On pourrait citer aussi Joseph Ratzinger, Henri Spaak. Donc l'Europe n'est pas un concept français du tout. Tout à fait. Absolument pas. Absolument pas. Pas l'Europe telle qu'elle a été faite à l'époque de Jean Monnet. Absolument pas. Tout à fait. C'est d'ailleurs là où je voulais en venir, c'est que on peut se poser la question de savoir finalement si outre-Atlantique on a bien manœuvré depuis la dernière guerre mondiale pour finalement enfermer l'Europe dans le labyrinthe dans lequel on est aujourd'hui, parce que on voit où cette politique a conduit les pays de la zone euro notamment, hein, et l'Europe en général. Oui, tout à fait. Hein, donc on peut se poser la question et probablement dire que oui, ça a bien été réfléchi, bien pensé. Oui, malheureusement il est trop tard. Oui, parce que l'autre question qui était sous-jacente, c'est de dire pourquoi nos politiques se sont laissés enfermer dans cette situation. Alors ils ont perdu, en fait vous aviez... Je pense que la plus grave erreur, c'est celle de Mitterrand, qui a accepté l'acte unique européen. Mais ça a été un chantage, ça a été un coup d'État. Je pense qu'ils n'ont pas eu le choix et c'était une période de crise. Il y avait le choc pétrolier. Ils ont eu peur d'aggraver le chômage, je pense. Je ne vois pas d'autres explications. C'était un coup de force. Ouais. C'était un coup. Et après, quand il y a eu Maastricht, alors Maastricht c'est différent parce que Mitterrand a fait accepter Maastricht parce qu'il espérait tenir l'Allemagne. C'était l'époque de la réunification allemande et Mitterrand avait très peur de la réunification. Il avait peur que l'Allemagne devienne la grande puissance qu'elle est actuellement. Et en cherchant à l'éviter, ben, c'est ce qu'il a obtenu. Il a eu tout faux. Il a pensé qu'en créant l'euro, eh bien, il allait tenir l'Allemagne, empêcher l'Allemagne de progresser, d'obliger l'Allemagne à avoir une économie parallèle à celle de la France, ce qui n'a absolument pas du tout été le cas, puisque la Banque européenne a été installée à Francfort, en Allemagne, et tout a été calculé en fonction des Allemands. L'euro a été calculé en faveur des Allemands. Ça a été un marque, un Deutschmark. En fait, on est tous rentrés dans la zone marque. Les pays d'Europe sont rentrés dans la zone marque, et avec une obligation d'avoir un taux d'inflation très faible, donc une monnaie très forte. Donc peu d'exportation, on voit bien que tous les pays d'Europe n'arrivent plus à exporter parce que l'euro est trop fort. Mais ça ne gêne pas, curieusement, ça ne gêne pas l'Allemagne parce que l'Allemagne a une industrie qui est de très haute qualité, qui est très de luxe, on va dire. Hein. Nous aussi, nos produits de luxe se vendent bien aussi, mais bon, on n'a pas que des produits de luxe, on a des voitures à vendre aussi. Et ça, on a du mal, on a beaucoup de mal. Et donc, voilà, c'est ça qui désindustrialise
les pays, mais ce n'est pas que l'euro, hein, c'est aussi le protectionnisme, c'est aussi le libéralisme. Bien sûr. Il y a les deux. Il y a les deux. Oui. Moi, je pense que le libéralisme joue plus que l'euro, mais je ne suis pas économiste. Oui, c'est difficile de faire la part des choses et d'attribuer à l'euro ou au libéralisme la part des difficultés que nous connaissons aujourd'hui. Mais c'est sûr que le fait de ne plus pouvoir ajuster sa monnaie, ça pose problème. Et le fait d'être dans l'ultralibéralisme, ça pose également un problème très important.